L'Ukraine devra s'en sortir face à un hiver rigoureux. C'est le récit suivi par de nombreux médias et groupes de réflexion, alors que la Russie accentue ses attaques à longue portée contre l'énergie, les infrastructures et les civils. Elle cherche à geler la population ukrainienne pour la forcer à se rendre. Mais un élément manque à tous ces récits sur la stratégie hivernale de la Russie. Oui, l'Ukraine doit endurer un autre hiver difficile, mais la Russie pourrait même ne pas survivre à la vague de froid. Ce n'est pas parce que l'Ukraine est sur le point de détruire l'armée russe. La Russie ne survivra pas à l'hiver parce que l'économie de guerre de Vladimir Poutine est en train d'exploser. Les hivers 2025 et 2026 lui réservent une sanction inattendue. Pourquoi ? Eh bien, pour commencer, la Russie n'est plus menacée de récession, d'après le ministre ukrainien Andriy Sabir. L'économie russe est maintenant entrée en récession, et il ne semble pas y avoir de lumière au bout du tunnel. Le 17 décembre sur X, Sabir a décrit la grave crise économique actuelle de la Russie. Le budget russe est dans le rouge, et il est temps d'augmenter la pression des sanctions. Sabir a déclaré qu'il est désormais possible de rendre le coût de la guerre insupportable pour le Kremlin. Les données révèlent qu'en dépit des efforts du gouvernement russe contre les sanctions, l'économie russe rencontre de graves problèmes alors qu'elle entre en récession. Sabir a ensuite énuméré une longue liste de chiffres qui prouvent tous le point qu'il avance. Sansorné a rapporté certains de ces chiffres, notant que la période entre janvier 2025 et novembre 2025 a vu le déficit budgétaire fédéral russe atteindre un niveau record de 54 milliards, et il n'a pas encore fini de grimper. Le déficit pourrait atteindre 70 milliards d'ici fin d'année. Et la Russie ne génère tout simplement pas assez de revenus pour commencer à récupérer une partie de cet argent. À mesure que le pays avance vers 2026, ce déficit massif risque de devenir encore plus important. Poutine plonge ainsi son pays dans une dette qui pourrait prendre des années à surmonter. La situation du déficit affecte également la Russie au niveau régional. En 2024, les régions russes affichaient un excédent collectif de 12 milliards. Aujourd'hui, la situation s'est totalement inversée, ces régions ayant désormais un déficit consolidé de 15 milliards, selon Sibir. Si Vladimir Poutine croit que la fiscalité pétrolière russe résoudra ces problèmes temporaires, il devrait y réfléchir à 2 fois, ajoute Sibia. Les revenus énergétiques de la Russie sont en baisse. Ses bénéfices, issus du pétrole et du gaz, ont chuté de 34% en novembre 2025 par rapport à novembre 2024, selon le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Cela a réduit le budget russe de 35 milliards. La dette augmente, les revenus diminuent, et Vladimir Poutine continue de mener une guerre qui, selon le chef du renseignement principal de l'Ukraine, Kirilo Boudanov, coûte à la Russie jusqu'à 1 milliard par jour. Beaucoup diraient que c'était une recette pour un désastre financier, mais Vladimir Poutine a ignoré le gouffre économique vers lequel il entraînait son pays. Délibérément ignorant, car beaucoup en Russie avertissaient Vladimir Poutine sur les conséquences économiques de ses choix politiques. Quelques mois auparavant, Sabir avait révélé que la Russie venait de toucher le fond de plein fouet. En juin, le ministre russe du développement économique, Maxime Rechetchnikov, s'est exprimé à la conférence économique annuelle de Saint-Pétersbourg. Il a lancé un avertissement sévère pendant son discours, en déclarant « Les chiffres montrent que l'économie russe est en train de ralentir. Vu le climat des affaires actuelles, la Russie est quasiment en récession. » La Banque de Russie semblait partager ce sentiment, notant que le produit intérieur brut de la Russie diminuait en 2025. Poutine n'a pas écouté. Le dirigeant russe a assuré que les experts économiques qu'il avait choisis pour gérer les finances du pays devaient se tromper. En septembre, quelques mois après les propos de Rechetnikov, Poutine était déjà dans le déni total. Littéralement, en fait, comme le rapporte une dépêche de Reuters de ce mois-là, Poutine a affirmé que l'économie russe n'était pas en stagnation. Et ce, malgré un rapport de la Banque centrale affirmant le contraire. Des taux d'intérêt de 18 étaient normaux et nécessaires contre la forte inflation, rapporte Reuters. Poutine déclare alors que le dirigeant russe semblait l'ignorer. Des coûts d'emprunt élevés et une hausse du coût de la vie ne reflètent pas une économie saine. Si l'inflation submerge l'économie, rien de bon n'en résultera car il devient impossible de prévoir, même à court terme. Poutine l'a dit en septembre. Il a raison. Mais un taux d'intérêt très élevé ne résout pas le problème pour la Russie. Cela montre que Poutine ignore les vrais problèmes en coulisses, ayant plongé son pays dans la morosité économique. Pourtant, Poutine a une solution. Il a ordonné que la récession n'ait pas lieu le même mois où Rechetnikov a averti de la récession imminente en Russie. Politico a rapporté que Poutine lui avait ordonné, ainsi qu'à ses semblables, d'empêcher la récession.
Certains spécialistes et experts soulignent les risques de stagnation, voire de récession. Cela ne doit jamais être permis, a déclaré Poutine. C'est aussi simple. Rochenikov a dû s'en vouloir de ne pas avoir pensé à la brillante idée de simplement ne pas permettre à la récession de se produire. La réalité ne tient pas compte des systèmes économiques défaillants, et la Russie est désormais en récession, malgré les ordres de Poutine pour l'éviter. Poutine est bien conscient de cette réalité, même s'il fait semblant qu'elle ne lui cause aucun souci en ce moment même. Sabir note que le Kremlin répond aux difficultés économiques, dues à l'obstination de Poutine sur la guerre, en accentuant la pression sur les Russes, déjà touchés par la hausse du coût de la vie et des taux d'intérêt. Comme déjà mentionné, Moscou doit augmenter les impôts, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, et réduire les subventions aux petites et moyennes entreprises provoquant une récession accrue et renforçant l'opacité de son économie corrompue. Alors que la population russe s'appauvrit, les proches de Poutine s'enrichissent grâce à la guerre, a déclaré Sabir sur X, livrant aussi une analyse cinglante de l'économie russe sous Poutine. Lui qui s'était autrefois attribué tant de mérite pour l'avoir redressé, en refusant de mettre fin à son agression brutale et insensée contre l'Ukraine, Poutine plonge la Russie, autrefois une économie prospère, avec un niveau de vie en hausse, dans une profonde récession. Pire que dans les années 1990. Sabir a déclaré que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a raison sur Poutine qui impose davantage son peuple. Avec la hausse du déficit et la chute des revenus pétroliers, Poutine l'a ordonné. Chaque jour, les Russes cèdent une part croissante de leur salaire à l'État, pouvant acheter de moins en moins. En septembre, le ministère des Finances russe a annoncé une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 à 22%. Bien que cela puisse sembler une augmentation modeste, la taxe sur la valeur ajoutée est essentiellement une taxe sur la consommation qui s'applique pratiquement à tout ce que les Russes achètent. Non. C'est une source majeure de revenus pour le Kremlin, représentant 15% des recettes russes en 2024. Vladimir Poutine espère voir ce chiffre augmenter, tandis que les Russes disposent de moins d'argent et font face à des taux d'intérêt élevés. L'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas non plus la première fois que la Russie frappait son propre peuple avec une hausse d'impôts en 2025. Début 2024, Vladimir Poutine a rompu sa promesse d'absence de grands changements fiscaux en Russie avant 2030, en relevant fortement l'impôt sur le revenu. Il est peu probable que les petites entreprises russes échappent à la frénésie de collecte d'argent du Kremlin. Selon Politico, le ministère des Finances veut non seulement augmenter les impôts, mais aussi intégrer davantage de petites et moyennes entreprises au système fiscal. Seuil de déclaration abaissé à 10 millions de roubles de chiffre d'affaires annuel. 120 000 contre 60 millions aujourd'hui, soit 745 000 environ. Il impose aussi une taxe de 5% sur les jeux d'argent et un impôt de 25% sur les bookmakers, selon la publication. En septembre, le ministère a au moins expliqué pourquoi Poutine rompait ses promesses fiscales. Les mesures visant principalement à financer la défense et la sécurité, a révélé le ministère dans un communiqué. Tout espoir du peuple russe que Poutine recule a été anéanti. Quelques mois après ces annonces, en novembre, la Douma d'État russe a adopté le projet de loi sur l'augmentation des impôts, qui fait de ces nouvelles mesures une loi. En plus d'approuver le budget de la Russie pour 2026-2028, la Russie dépensera 2095 milliards pour son armée en 2026 dans le cadre de ce budget. Aucune issue ne semble proche pour les difficultés économiques du peuple russe. À moins que quelque chose ne convainque Poutine qu'il est temps de mettre fin à la guerre, l'effondrement financier de son propre pays n'a pas encore suffi à le faire. Sabir voit dans les difficultés russes un signal pour accentuer la pression sur Poutine et mettre fin à la guerre. Les négociations de paix sont insuffisantes. Le dirigeant russe pense avoir assez d'avantages en Ukraine pour imposer des exigences inacceptables pour l'Ukraine. Au lieu de cela, l'Ukraine et ses partenaires devraient frapper la Russie si durement, avec davantage de sanctions, que cela ne soit pas seulement la population ordinaire du pays qui en ressente les effets. Poutine et les hommes et femmes d'affaires russes doivent eux aussi ressentir la douleur financière que la guerre contre l'Ukraine a engendrée. La politique de sanctions de la communauté transatlantique, appliquée depuis 2022, demeure solide et efficace. Les sanctions fonctionnent. Elles privent la machine de guerre russe des ressources nécessaires pour tuer et détruire, a déclaré Sabir sur X, avant d'affirmer qu'il faut poursuivre ce type d'effort. La pression doit continuer à s'accentuer. Il y a une réelle possibilité que la pression économique devienne insupportable pour Poutine. Il sacrifie chaque jour des milliers de soldats pour avancer de quelques mètres sur le territoire ukrainien. Il surveille cependant son argent personnel et celui de ses proches.
Un débat a eu lieu sur l'efficacité des sanctions occidentales contre la Russie. En février, The Conversation a même publié un article affirmant que les sanctions atteignent rarement leurs objectifs et qu'elles semblent avoir échoué en Russie. Le média indique que les sanctions ont causé des perturbations économiques en Russie, mais il en minimise peut-être l'ampleur, car l'article est paru avant les plaintes des ministres russes. L'effondrement du pays dans la récession, l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre et la dévaluation de la monnaie ont tous été des problèmes pour la Russie, mais ils semblent avoir un impact global limité. Le média rapporte qu'en avril 2024, le Fonds monétaire international prévoyait que l'économie russe croîtrait plus vite que toutes les autres économies avancées en 2024. Cette prévision a mal vieilli. Même maintenant que nous savons l'effondrement de l'économie russe, il y a encore un argument à faire valoir selon lequel l'Occident pourrait et devrait faire plus avec ses sanctions. Sabir le souligne lui-même, notant que les États-Unis, l'Union européenne ou Union européenne et le groupe des 7 nations disposent encore d'un énorme levier qu'ils pourraient utiliser pour exercer encore plus de pression sur la Russie. Actuellement, Sabir affirme que seulement 20% du complexe militaro-industriel russe est sanctionné. Les 80% restants laissent beaucoup de marge pour de nouvelles restrictions financières. Peut-être que l'Occident devrait utiliser ce levier pour montrer à Poutine qu'il n'est pas si fort en négociation. Simon Johnson, qui est économiste à la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology, semble être d'accord avec Sabir. Il dit que les sanctions mises en place par les États-Unis et d'autres pays fonctionnent, mais qu'elles pourraient être beaucoup plus efficaces. Les clés résident dans la coopération entre les entités qui imposent les sanctions et dans la volonté de ces entités d'accepter elles-mêmes un certain inconfort afin de s'assurer que la pression soit réellement exercée sur Poutine. Pour que les sanctions soient crédibles et efficaces, l'Occident doit accepter certains coûts potentiels, même si des politiques bien conçues peuvent les atténuer. Johnson déclare. L'Union européenne n'a pas toujours voulu assumer sa part de la douleur. Cela va changer grâce aux nouvelles mesures de l'Union européenne, prêtes à nuire davantage à la Russie. Restez avec nous, nous explorerons bientôt la nouvelle mesure de l'Union européenne. Malgré un certain pessimisme sur les sanctions occidentales contre la Russie, il est clair que celles-ci restent efficaces, même si elles pourraient l'être davantage. United 24. Média souligne dans un article du 17 décembre que l'état de l'industrie russe prouve que les sanctions fonctionnent mieux qu'on ne le pense, en s'appuyant sur les chiffres que Sabir a partagés concernant la même industrie. United 24 Média a révélé que les revenus pétroliers et gaziers de la Russie représentent environ 40% du budget fédéral du pays. C'est la cagnotte dont Poutine n'a jamais retiré sa main sale depuis le début de son invasion. La caisse de guerre a été plusieurs fois sanctionnée. Baisse des prix, moins d'expéditions de pétrole russe, et en 2024, 2025 frappes ukrainiennes, répétées sur les infrastructures pétrolières russes. Les revenus pétroliers et gaziers russes chutent à des niveaux inédits depuis la pandémie, selon les médias. Décembre 2025 pourrait illustrer les difficultés pétrolières subies par la Russie à cause des sanctions et autres mesures, car la Russie ne percevra qu'environ la moitié des revenus pétroliers et gaziers qu'elle avait générés en décembre 2024. Les exportations de pétrole rapportent encore environ 5 milliards par mois à la Russie. Mais les chiffres baissent tellement que la Russie n'aura que 40 milliards, loin des 130 milliards attendus par son ministère des Finances pour l'industrie pétrolière et gazière en 2025. Ne sous-estimez pas l'effet de cette perte de 40 milliards sur la Russie, surtout en pleine récession. Face aux nombreux problèmes économiques que Poutine ne résout pas ou ignore, la Russie tente de maintenir un rouble fort pour donner l'illusion de prospérité. Mais le prix du brut de l'Oural, qui a chuté de 28% au cours des 3 derniers mois, atteignant désormais environ $40, le baril révèle que les sanctions jouent un rôle important dans la mise à mal de la Russie. La flotte fantôme de la Russie, ces vieux pétroliers utilisés par Poutine pour contourner les sanctions, est aussi à genoux. La Russie charge plus de pétrole sur ses navires, le volume ayant augmenté de 28% depuis août. Cependant, les sanctions imposées à la fois à la Russie et aux navires individuels de la flotte fantôme rendent plus difficile pour la Russie de trouver des acheteurs pour ce pétrole. Près de 180 millions de barils de brut russe restent en mer au 17 décembre, sans atteindre un port acheteur. Cela représente une hausse de 40 depuis fin août. La Russie a encore du pétrole à vendre, mais les acheteurs sont moins nombreux qu'avant. L'Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni indique qu'environ 400 navires de la flotte fantôme ont été sanctionnés par le Royaume-Uni, les États-Unis
l'Union européenne et le Canada. Cela joue un rôle dans les difficultés de la flotte fantôme russe, car un navire sanctionné est plus difficile à assurer et a moins de chances d'être accepté dans un port. La Lloyd's List précise que l'Union européenne a aussi sanctionné des entreprises soupçonnées de faciliter l'usage de la flotte fantôme par Poutine. Cela renforce la pression sur la solution de contournement utilisée par Poutine pour éviter les sanctions. Tout s'additionne et l'impact des sanctions sur les revenus pétroliers et gaziers russes devient visible. Cependant, il reste encore des choses à faire, comme le souligne Sabir, et cela nous ramène à un point que nous avons abordé plus tôt. Malgré toutes ces donations d'aide militaire à l'Ukraine, les tentatives de l'Union européenne de sanctionner la Russie ont longtemps été freinées par le fait que le bloc achète encore une énorme quantité de pétrole et de gaz naturel liquéfié, ou gaz naturel liquéfié aux oligarques proches de Poutine. High North News indique que les achats de gaz naturel liquéfié par l'Union européenne ont augmenté au premier semestre 2025 par rapport à 2024. Les pays de l'Union européenne ont acheté 5% de gaz naturel liquéfié russe, en plus à cause de son prix plus élevé. Une hausse de 5% du volume a fait grimper les revenus russes de 30%, alors que les paiements pour le gazoduc ont baissé, du moins pour l'instant. En 6 mois, l'Union européenne a investi 84 milliards d'euros, environ 985 milliards de roubles, dans l'économie russe. Union européenne. Observer ajoute que 4 États de l'Union européenne, à savoir l'Espagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas, ont dépensé plus pour le gaz naturel liquéfié russe entre 2022 et juin 2025 qu'ils n'ont fourni d'aide à l'Ukraine. L'aide atteint 212 milliards d'euros, près de 249 milliards de dollars, tandis que les achats de gaz naturel liquéfié par ces 4 pays s'élèvent à 343 milliards d'euros, environ 402,7 milliards de dollars. Ces États de l'Union européenne et d'autres ont tenté d'éviter la douleur nécessaire pour que leurs sanctions soient réellement efficaces contre la Russie. Mais cela va changer. Après un nouveau règlement, adopté le 17 décembre par le Parlement européen, l'Union européenne interdira le gaz naturel liquéfié russe sur le marché au comptant des débuts 2026. La même législation stipule que les pays de l'Union européenne vont progressivement cesser leurs achats de gaz russe par gazoduc d'ici au 30 septembre 2027. La législation a été adoptée par 500 voix pour 120 contre et 32 abstentions. Il ne reste plus qu'à formaliser les interdictions par une approbation du Conseil européen, ce qui est pratiquement garanti. L'Union européenne veut aussi limiter sa dépendance au pétrole russe, avec la loi adoptée le 17 décembre. La Commission européenne prévoit d'autres lois pour interdire l'achat de pétrole et produits pétroliers russes. L'Union européenne doit adopter cette législation avant début 2020. Elle doit préciser que toutes les interdictions entreront en vigueur d'ici fin 2027. Enfin, il semble que l'Union européenne ait pris conscience de son double standard. Cette interdiction des importations de gaz naturel liquéfié russe, ajoutée à celle du pétrole, pourrait être le coup fatal aux ambitions de guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Le trésor de guerre russe n'est pas sans limite et a été vidé, menant à la récession. Elle a une dette importante et manque de revenus pour s'en sortir. L'hiver va déjà être dévastateur pour la Russie. Mais la morosité des mois à venir ne fera qu'empirer à mesure que de nouvelles pressions s'exerceront sur une économie russe, qui a déjà atteint son point de rupture. La situation de la Russie pourrait s'aggraver si l'Union européenne met en œuvre son plan d'utiliser ses avoirs gelés. Un prêt a été proposé pour résoudre les difficultés financières de l'Ukraine, alors que la Russie est profondément embourbée dans les siennes. Découvrez ce grand plan et ses implications pour la guerre dans notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres actualités sur l'économie russe en déclin. Merci de nous avoir regardés.